Bienvenue à cette présentation sur Pegnatemo. Aujourd'hui, je vais faire un tuto sur les BABA sur Python. Donc, Python, c'est un langage de programmation euh, utilisé par de nombreuses personnes de nos jours. Et ce langage de programmation a la particularité qu'il est interprété et qu'il est bien plus simple à utiliser que les autres langages de programmation et euh, il y a plusieurs blocs ou plateformes d'aide sur ce langage de programmation-là. Euh, donc aujourd'hui, je vais te parler du langage de programmation Python et nous allons voir quelques béabas sur Python, à savoir les simples calculs, qu'est-ce qu'une variable à Python, les chaînes de caractères, les listes, les conditions, les commentaires aussi. Donc pour commencer, si tu ne possèdes pas encore l'environnement Jupyter Notebook ou alors tu n'as pas encore installé Python ou tu n'as pas encore installé Anaconda sur ta machine, donc premièrement, tu allumes ton ordinateur et tu te connectes, euh, tu connectes ton ordinateur, tu vas dans ton navigateur, que ce soit Google Chrome, Mozilla, n'importe quoi, tu tapes Anaconda, tu tapes anaconda.com, entrée, et là, tu vois que lorsque tu descends, tu as accès au téléchargement gratuit de Anaconda, ok? Donc tu as accès au téléchargement gratuit de Anaconda, on te dit Python 3.9, 214 bits, ça c'est pour installer sur un ordinateur 114 bits. Et là, il pèse 621 mégas. OK? Donc, si tu cliques sur Download, tu vois que là, ça te lance directement le téléchargement. Donc, moi, je vais annuler le téléchargement puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Et lorsqu'il télécharge, pour savoir où est-ce qu'il se retrouve dans ta machine, tu viens cliquer sur cette petite flèche. Et là, tu fais Show in folder. OK? Donc, chez moi, il se retrouve dans le dossier Download. D'accord? Donc là, j'ai mon setup Anaconda qui est là, que j'ai téléchargé. Bon, moi, je l'ai pas téléchargé aujourd'hui, mais je l'ai téléchargé récemment, donc c'est la même version, qui est la version la plus récente. Donc pour l'installer, tu fais simplement un clic droit, tu fais Run en tant qu'administrateur et tu l'installes. Donc pour le moment, on va supposer que euh, tu maîtrises déjà comment installer un logiciel sur Windows, étant donné que après avoir, euh, après l'avoir lancé en tant qu'utilisateur, tu fais seulement suivant, suivant, tu lis les termes et conditions et tu fais suivant, c'est syntaxe sur ton, sur ton dossier utilisateur. Donc moi, si je vais dans, euh, comment dire, si je ferme ceci, ok, là maintenant, supposez que l'installation d'Anaconda est déjà faite. Il y a plusieurs façons de lancer Jupyter Notebook, qui est l'espace web qui te permettra de faire la programmation en Python. Donc là, si tu vois ici, là tu as un environnement Jupyter Lab, pas Jupyter Notebook, mais Jupyter Lab qui te permet de faire la programmation. Et nous, on va travailler dans cette vidéo, nous allons travailler avec Jupyter Notebook. Donc, pour le lancer, tu peux venir sur ton Start ou alors le bouton Windows et sur ta machine. Il y a ce logo-ci. Lorsque tu tapes dessus, tu as la possibilité d'écrire Anaconda. Donc là, tu peux lancer Anaconda, qui s'appelle encore Anaconda 3, Anaconda Navigator. Donc si je le lance, ok, ça va prendre un peu de temps puisque c'est un- un logiciel qui pèse assez. Donc, n'est pas craindre que plusieurs fenêtres s'ouvrent avant qu'Anaconda s'ouvre lui-même parce que en fait c'est comme ça qu'Anaconda se lance. Donc, cette façon de lancer Jupyter Notebook, c'est, comment dire, la façon des débutants en fait, parce que ça te prend beaucoup de temps à lancer Anaconda. Et ensuite, tu lances Anaconda pour pouvoir avoir accès à Jupyter Notebook, mais tu as la possibilité d'avoir accès à Jupyter Notebook directement
sans ouvrir Anaconda. Puisque lorsque tu installes Anaconda, Jupyter Notebook Jupyter Notebook s'installe avec Anaconda. Et tu as la possibilité d'avoir accès à l'application Jupyter Notebook directement. Donc là, c'est en train de lancer. Donc là, tu as ton Anaconda qui s'est lancé et là, tu as Jupyter Notebook qui a la possibilité de lancer ici. Donc si tu cliques sur Launch, ok, il va s'ouvrir sur ton navigateur. Ok, donc là, chez moi, il s'ouvre sur Edge, sur le navigateur Edge. Ok, donc là, il me demande mon password puisque j'ai un compte. Donc je mets mon password et là, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. D'accord? Donc ça, c'est le, le home ou alors, comment dire, le, le dossier principal de Jupyter Notebook. D'accord? Donc là, il s'est ouvert et c'est à partir d'ici que vous aurez la possibilité d'ouvrir des fichiers et de commencer à faire la programmation. Donc moi, je vais le fermer puisque je ne veux pas travailler sur ce navigateur ici. Je vais aussi fermer Anaconda pour vous montrer comment est-ce que on lance Anaconda de façon directe. Donc vous pouvez toujours taper sur le bouton Start ou alors le bouton Windows et taper Jupyter Notebook. Et vous voyez que là, il s'affiche. Si je clique dessus, il s'ouvre. Donc il m'ouvre d'abord le terminal, ok? Le terminal qui va permettre de lancer Jupyter Notebook. Donc là, il est en train de se lancer. Et là, il ouvre cette même page. Et si je tape mon mot de passe, là, j'ai accès à la même page. OK? Donc, je vais encore fermer ceci, parce que cette méthode aussi prend aussi du temps. Donc là, moi, j'ai déjà ouvert Jupyter Notebook et je l'ai épinglé ici, voilà, je l'ai beaucoup marqué là. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais cliquer sur Jupyter Notebook. OK? Et là, je mets mon passe, je l'ouvre dans Google Chrome. D'accord? Donc, j'ai ceci. Donc, là, si vous allez remarquer, ceux-ci sont des dossiers, ok? Et chacun de ces dossiers sont les mêmes dossiers qui se retrouvent dans mon dossier utilisateur sur ma machine. Donc, à partir d'ici, je peux choisir quel est l'info, quel est le dossier dans lequel je veux créer mon nouveau fichier IPYNB, ok? Qui veut dire IPython Notebook. Donc, si je viens par exemple dans Document, ok, et que je viens sur New, là je pourrais créer un nouveau fichier. Donc quel que soit l'élément que je choisis ici, je pourrais créer un nouveau fichier avec ce noyau-ci. Donc remarquez qu'ici j'ai plusieurs éléments, ce qui ne sera pas le cas chez vous puisque si vous êtes débutant, vous n'aurez pas accès à tous ces environnements. Ça, ce sont des environnements que j'ai installés sur ma machine pour pouvoir programmer en plusieurs langages. Ok? Donc là, j'ai Python 3, j'ai Qiskit, j'ai Rigetti, j'ai le Root, j'ai plusieurs choses. J'ai Qtip, ok? Donc, étant donné que nous ne voulons programmer qu'en Python, nous allons choisir ici Python 3, d'accord? Lorsque vous choisissez Python 3, ça ouvre un nouvel onglet là, et là, ça va ouvrir un nouveau fichier vierge, vide. Donc là, vous avez ici un title qui signifie non titré, et vous avez la possibilité de mettre n'importe quel titre que vous voulez. OK? Et là, votre fichier aura ce nom-ci. OK? Et il faut faire la sauvegarde automatique directement. Donc, sur Jupyter Notebook, vous avez la possibilité, en fait, Jupyter Notebook vous fait des sauvegardes au fur et à mesure que vous programmez sur votre fichier. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de vous rappeler, OK, je dois sauvegarder mon fichier de peur que si il se fait moi aussi en machine s'éteint brusquement, je vais perdre mon fichier. Donc, il vous fait la sauvegarde au fur et à mesure. Et vous remarquez qu'ici, vous avez euh, le noyau que vous avez choisi qui est Python 3. Si vous choisissez par exemple un truc avec Rigetti, ok? Donc Rigetti c'est un environnement que j'ai créé qui permet d'utiliser la librairie SDK de Rigetti pour faire du quantum computing. Donc là vous avez un autre noyau, ok? Donc je vais fermer ce fichier-ci.
Donc, si vous remarquez, ce fichier Peniel et cet autre fichier Rigetti que j'ai créé se retrouvent encore ici. Donc là, vous avez un title que je venais de créer, IA Peniel. D'accord? Donc, étant donné que, bon, moi, avant de faire cette vidéo, j'avais déjà créé un fichier BABA sur Python que nous allons utiliser. Et là, je vais l'ouvrir. Je vais fermer celui-ci. OK? Donc, ce fichier s'ouvre. Donc là, il est ouvert. Donc là, vous avez votre fichier BABA sur Python, sauvegardé depuis 13 heures. OK. Là, vous avez le fichier qui vous donne plusieurs possibilités, qui permet de créer un nouveau notebook aussi avec n'importe quel de ces noyaux aussi. Vous pouvez ouvrir un fichier à partir d'ici, vous pouvez faire une copie, sauvegarder, renommer, ainsi de suite. OK? Ici, il y a Edit qui vous permet d'avoir quelques raccourcis comme couper une cellule, euh, copier une cellule, ainsi de suite. Donc là, vous avez View qui vous permet d'afficher, ainsi de suite. Donc, Insert, c'est pour insérer une cellule en haut ou en bas. Donc là, vous avez les raccourcis. Donc, on fait Insert Cell Above, ça veut dire insérer une cellule au-dessus. Donc, si vous voulez insérer une cellule au-dessus d'une autre cellule, vous faites pas A, mais vous faites échappe A. Donc, vous maintenez la touche échappe, vous appuyez sur A sur votre clavier et vous aurez une cellule qui va se créer au-dessus. Nous allons voir ça dans quelques instants. Donc, là, vous avez d'autres, vous avez d'autres éléments qui vont vous aider. Donc là, c'est des sauvegardes pour ceux qui aiment cliquer. Vous aurez accès à tout ceci. Là, qu'est-ce que ceci veut vous dire? Là, vous avez un Markdown. Le Markdown, en fait, c'est un langage de programmation qui permet de mieux éditer votre notebook. Donc, il vous permet de mieux structurer votre notebook, permet de faire de très beaux commentaires lorsque vous faites de la programmation en Python. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs cellules. J'ai accès à plusieurs cellules là. D'accord? Ma première cellule est écrite version Python. Mais en réalité, derrière ce version Python, ce que je vois, il y a quelque chose que j'ai programmé. Donc, lorsque je double-clique, vous voyez ceci. Donc là, j'ai fait du Markdown. Et cette cellule-ci m'affiche cet élément-ci, Markdown, me dit en fait qu'ici, que dans cette cellule-ci, j'ai fait du Markdown. J'ai programmé en Markdown pour écrire version Python. Donc, cette version Python que vous avez vu en noir, en fait, le programme écrit derrière cette version Python est ce que vous voyez, double dièse version Python. D'accord? Et lorsque je compile, j'exécute dièse version Python qui s'affiche comme ceci, qui est plutôt beau à voir. Si je viens dans la cellule qui suit, vous voyez que là, ce n'est plus Markdown, mais en fait, c'est code. Donc, ce qui veut dire que la cellule précédente me permettait d'écrire en Markdown, mais la cellule qui suit me permet de faire la programmation Python, permet d'écrire mon code. D'accord? Donc, si je viens ici et que je change, si je mets ici, si je change ici en code, là, ce n'est plus le Markdown. Là, c'est déjà de la programmation Python. Et là, ceci me dit que ça, c'est un commentaire. Version Python, c'est un commentaire Python. On va voir ça plus tard. Mais si je change en Markdown, j'ai ceci. Et lorsque j'exécute, j'ai ceci qui s'affiche version Python. D'accord? Donc là, vous avez plusieurs cellules. OK? Là, vous avez accès à plusieurs raccourcis si vous voulez connaître comment euh, faire les choses un peu plus rapidement lorsque vous êtes en train de programmer, plutôt que de poser la main sur votre souris et partir cliquer sur quelque chose, comment faire ça directement sur votre clavier pour rendre les choses un peu plus rapides. Vous pouvez venir ici pour savoir à quoi est-ce que ce que vous voulez faire correspond en termes de raccourci clavier. D'accord? Donc là, vous avez la version Python. Donc là, j'ai écrit version Python simplement pour vous dire, OK, avant de commencer à programmer, il est souvent bien de savoir quelle est la version Python que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, je vais écrire quelque chose qui me permettra de connaître quelle est la version Python qui est installée dans ce noyau-ci. OK? Donc là, je vais écrire from, platform. Là, j'écris from platform. OK? Import Python version aussi. Donc là, je vais écrire Python
version. OK? Là encore, rien ne s'affiche. OK? Même si je l'exécute, si je viens ici, je clique sur exécute, il n'y a rien qui s'affiche. OK? Remarquez qu'ici, vous avez quelque chose qui s'est écrit là. On a entrée 8. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce fichier-ci, j'ai ouvert ce fichier-ci, mais c'était pas la première fois que j'exécute quelque chose sur ce fichier. Donc, en fait, c'est la 8e fois que j'exécute une cellule sur ce fichier. Donc là, j'ai entré 8. Et là, il n'y a aucune sortie. Donc, vous verrez que lorsqu'il y aura une sortie, il y a un autre espace qui se créera en dessous de cette cellule qui aura ici out. Donc, lorsqu'une cellule est en vert, ça veut dire que la cellule est déjà exécutée, mais lorsqu'elle est en bleu, ça veut dire qu'elle n'est pas encore exécutée. Donc là, vous avez cette cellule-ci qui est en vert. Euh, non, excusez-moi. Si vous compilez une cellule, vous remarquerez le changement de couleur là. Si vous exécutez une cellule, vous remarquerez le changement de couleur. D'accord? Donc là, j'ai du vert. D'accord? Si je l'exécute, ça se transforme en bleu. D'accord? Le bleu signifie que j'ai exécuté ma cellule. OK? Le vert signifie que j'ai pas encore exécuté ma cellule. Donc là, vous verrez que j'ai déjà exécuté cette cellule-ci. D'accord? Et si je veux maintenant connaître quelle est la version Python que je suis en train d'utiliser, je vais taper Python version qui veut simplement dire quelle est ma version Python. Et je l'exécute. Lorsque je l'exécute, j'ai du bleu qui s'affiche là. Et là, j'ai ma version Python. J'ai out qui me dit que, OK, ça c'est l'entrée out. OK, ça c'est la sortie out. D'accord? Donc, euh, je suis en train d'utiliser la version Python 3.9.13 qui est la version la plus récente à ce jour. Bon, maintenant, comment est-ce que Python fonctionne? Comment est-ce que ces cellules-ci fonctionnent? Python te dit que quel que soit ce que tu veux faire, donne-lui l'instruction et il l'exécute. Donne-lui l'instruction qu'il comprendra et il va l'exécuter. Donc, lorsque tu viens dans une nouvelle cellule Python, quel que soit ce que tu écris, tu te rassures que ce que tu es en train d'écrire va avec les règles Python. Et là, si les règles ne sont pas respectées, Python te renverra une erreur avec un message. OK? Et si les instructions sont bien exécutées, il te renverra soit quelque chose, soit il ne te dira rien. On verra ce que ça veut dire lorsque l'interpréteur ne te dit rien. Donc, remarquez que le langage Python, c'est un langage interprété qui est différent des langages compilés. C'est-à-dire que Python vous renvoie le résultat ou alors il vous exécute chaque ligne de votre code après l'avoir écrite. Donc, il ne fait pas de compilation. Il ne fait que des exécutions des lignes de code. Et cela est un peu plus facile parce qu'il est plus facile à manier, il est un peu plus simple que les autres. D'accord? Donc là, vous avez Python. Premièrement, nous verrons que Python peut s'utiliser comme une calculatrice. Donc, vous pouvez effectuer plusieurs opérations sur Python, comme des additions, divisions, euh, euh, élevé à une puissance quelconque, avoir la partie entière d'un nombre, avoir le reste de la division d'un nombre par un autre, ainsi de suite. Donc, donc, par exemple, si je veux faire quel est le résultat de 3 plus 2, il me dit 5. OK? Je lui ai dit quel est le résultat de 2 entiers, 3 et 2 que j'additionne. Il me dit 5. D'accord? Il m'a envoyé le résultat. OK? Si je dis que me donne, je sais pas trop, 4 moins 5, il me dit moins 1. OK? Donc là, vous verrez que je suis en train d'utiliser comme une calculatrice. Si je veux faire une division, je dis 3 par exemple, divisé par 4, je sais pas trop. Euh, là, il me renvoie. Donc là, il va me renvoyer 0.75. D'accord? Donc si je fais par exemple quelque chose comme 3 divisé par 5, là, il me renvoie 0.6. Si je fais par exemple 10 divisé par 3, qu'est-ce qu'il me renvoie? Il me renvoie ceci. Donc,
Qu'est-ce que ce résultat veut dire? En réalité, lorsque vous faites la division de 10 par 3, c'est une division infinie. Donc, c'est une division qui contient un nombre, la partie décimale de ce nombre est infini, en fait. Lorsque vous faites la division, vous ne vous arrêtez jamais. Mais en réalité, dû au fait que l'espace mémoire, au fur et à mesure que que vous faites du code Python, cela se stocke quelque part dans la mémoire de votre machine. Et là, Python va vous dire, OK, je vais m'arrêter à un certain nombre parce que je peux pas stocker tous les nombres qui se retrouvent après euh, le point. Je peux pas stocker toute la partie décimale de 10 divisé par 3. Donc, il va s'arrêter à un niveau et il va prendre un certain niveau de précision. Donc, ceci n'est pas le résultat exact que vous avez en maths, mais c'est le résultat que votre machine a pu vous donner. D'accord? Donc, vous pouvez élever un nombre à une puissance quelconque. Vous pouvez dire, si je veux par exemple élever 3 à la puissance 2, je tape 3, je tape la puissance, je mets 2. Bon, comment est-ce il me renvoie un? Ah, ok. Lorsque vous voulez faire une puissance, donc vous faites 3, ok? Vous tapez une double étoile à la puissance 2 et vous avez votre résultat 9. D'accord? Si je veux faire une multiplication, par exemple, je fais 3, je mets une seule étoile, multiplié par 2 et j'ai 6. D'accord? Si je veux savoir quelle est la partie entière de la division d'un nombre par un autre, par exemple, précédemment, euh, j'ai fait 3 divisé par 4, mais si je veux savoir quelle est la partie entière du résultat de 3 divisé par 4, je peux faire 3, je mets 2 barres, je mets 4, et là j'ai 0. Ce qui me dit que la partie entière du résultat de 3 divisé par 4 est 0 en fait, comme vous pouvez le voir ici. Quelle est la partie entière de 10 divisé par 3? Oh, on met 2 barres. Et là, j'ai 3, qui est la partie entière. Par exemple, si vous voulez savoir quel est le reste de la division d'un nombre par un autre, par exemple, quel est le reste de la division de 10 divisé par 3, par exemple, vous pouvez faire 3, vous mettez un pourcentage, 3, et là, vous avez 1. Donc, lorsque vous divisez 10 par 3, le reste de la division de 10 par 3, c'est 1. Et comment est-ce qu'on le fait? En utilisant le pourcentage que vous voyez là. D'accord? Donc, ça, ce sont quelques simples opérations que vous pouvez effectuer en Python très rapidement et vous verrez que vous pouvez vous amuser à faire n'importe quelle opération là et voir un peu comment ça marche, comment est-ce qu'elle interprète. Si vous dites par exemple à Python 3 et vous exécutez, il vous renvoie 3. OK? Comme ça que Python fonctionne. Si vous lui dites quelque chose, il vous renvoie ce qu'il pense. Vous lui avez dit 3, il vous dit OK 3. Qu'est-ce que tu veux faire de 3? Tu ne lui as rien dit, tu lui as juste dit 3. D'accord? Et si tu lui dis 3 multiplié par 3, il va te dire 9. Ça, c'est le résultat. D'accord? Donc, avant d'arriver, non, non, non. Euh, là, maintenant, nous allons voir ce que sont que les variables. D'accord? Euh, c'est quoi une variable en Python? En fait, une variable en Python, c'est un élément, si on peut définir comme ça, c'est un élément dans lequel tu peux stocker, euh, tu peux stocker un objet Python, si on peut dire comme ça. Donc, supposez par exemple que je veuille écrire un programme. C'est un programme qui permet de calculer la surface d'un rectangle, par exemple, ou alors de calculer le périmètre d'un rectangle. D'accord? Là, j'aurais besoin de donner la longueur de ce rectangle. J'aurais besoin de donner la largeur de ce rectangle. Donc, la longueur et la largeur de ce rectangle vont représenter mes variables dans mon code. D'accord? Et en utilisant ces variables, je pourrais calculer le périmètre de mon rectangle. D'accord? Et en utilisant ces variables aussi, je pourrais plus facilement effectuer la même opération plusieurs fois, mais avec différentes valeurs. Donc, calculer les périmètres de plusieurs rectangles avec différentes largeurs et longueurs. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on assigne comment est-ce qu'on donne une certaine valeur à une variable? Ensuite, premièrement, euh, votre variable peut avoir
le nom que vous lui souhaitez donner, mais il y aura certaines restrictions. Donc, je peux dire, j'ai le droit de dire, OK, ma variable est A, et cette variable A va contenir la valeur 2. D'accord? Je peux lui dire, j'ai une autre variable B. Cette variable B va contenir la valeur 3. Et après, je peux lui dire, OK, fais-moi A plus B plus B. D'accord? Il me renvoie le résultat qui est 5. Donc là, j'ai créé une variable A dans laquelle j'ai mis la valeur 2, une variable B dans laquelle j'ai mis la valeur 3, et là, j'ai calculé le résultat de A plus B. Je peux aussi lui dire que il me fasse A plus B, mais qu'il me stocke ça dans la variable 3, dans la variable C. Et là, je peux lui dire après, donne-moi C. Il va me dire C est égal à 5. Donc là, j'ai une variable A, une variable B, et j'ai une variable C qui fait l'addition de A et de B. Aussi simple que ça. D'accord? Si vous dites à Python, par exemple, A égale 2 et vous exécutez la cellule, rien, je n'ai aucun résultat, comme je vous ai dit précédemment. Il y a la possibilité que vous exécutiez une ligne de code et l'interpréteur ne vous renvoie rien. En réalité, c'est pour dire qu'il a compris ou alors il a stocké la valeur 2 dans la variable A, comme vous lui avez demandé, mais il ne vous a rien retourné. Il attend que que vous fassiez une opération pour vous retourner, pour vous retourner quelque chose. D'accord? Donc, retenez que lorsque vous créez vos variables, vous pouvez donner presque n'importe quel nom à votre variable. D'accord? Mais il y aura certaines restrictions. Je peux donner euh, le nom, par exemple, my variable. OK? Je peux lui dire égal 3. Là, je peux exécuter. Lorsque j'exécute, il n'y a aucune erreur. Ça veut dire qu'en réalité, ce nom-ci que j'ai donné à ma variable est un nom valide. Il n'y a aucun problème. D'accord? Mais si quelqu'un vient, par exemple, il dit 1, ma variable, il donne la valeur 3. D'accord? Là, il y aura problème. On dit invalid syntax. Erreur. Erreur de syntaxe. Donc, ça veut dire que le nom que j'ai donné à ma variable là est un nom non valide sur Python. Donc, il n'y a pas possibilité de donner ce genre de nom. En fait, il y aura donc certaines restrictions lorsque vous voulez donner un nom à votre variable, parmi lesquelles euh, les noms de variables ne peuvent pas commencer par des chiffres, d'accord? Aussi, ils ne peuvent pas contenir certains caractères spéciaux, comme par exemple l'anti-slash, ok, qui s'écrit comme ceci. Le dollar, il ne peut pas contenir. Vous voyez que là, il s'affiche en rouge. Il ne peut pas contenir le pourcentage, ok. Il ne peut pas contenir euh, le point d'exclamation, d'accord. Si vous j'écris point d'exclamation A égale 2, là, j'ai un problème, d'accord. Si je prends point d'exclamation A, là, j'ai encore un problème. D'accord? Donc là, il n'y a pas la possibilité de donner ce type de nom si à ma variable. D'accord? Si je fais par exemple, je sais pas trop, je fais dollar, hmm, je fais dollar my, my variable. D'accord? J'exécute, là j'ai problème. Donc cette variable-ci n'est pas valide. Si je fais pourcentage, my, my variable, j'exécute, là j'ai encore un problème. Donc, ces noms-ci ne sont pas possibles de donner à mes variables. D'accord? Et vous retiendrez aussi que l'interpréteur Python est sensible à la casse. C'est pour dire quoi? En réalité, Python est sensible aux majuscules et aux minuscules. Ce qui veut dire que le nom de variable qui commence par une lettre de majuscule, bien qu'il soit le même dans l'alphabet alphabétique que son homologue qui commence par la lettre minuscule, ok? Pour Python, les deux ne représentent pas la même variable. J'explique. Si je crée, précédemment, j'ai créé ma variable qui contenait
my variable qui s'appelait my variable. Si maintenant je crée une autre variable, my variable toujours, que je lui donne la même valeur, que je lui donne la même valeur euh, 3, d'accord? Vous verrez qu'en réalité, ces deux variables-ci, my variable qui commence par le M minuscule et my variable qui commence par le M majuscule ne représentent pas la même chose. D'accord? Ces deux variables ne représentent exactement pas la même chose. Ce qui veut dire que Python reconnaît qu'il y a une variable qui commence par le M minuscule et il y a une autre qui commence par le M majuscule. D'accord? Et là, il faut bien comprendre ceci. Euh, donc, là, on verra que vous pouvez donc utiliser ces variables-ci pour faire de très simples calculs. Euh, Comme j'ai dit précédemment, vous pouvez vous amuser à calculer le périmètre euh, d'un rectangle. Je peux créer une variable grand L qui est égale à 2, c'est pas trop. Variable petit L qui est égale à 3, je connais le périmètre. Je crée une autre variable P qui est égale à 2 multiplié, 2 multiplié par quoi? Par la longueur plus la largeur. D'accord? Et je dis que vous montez, il me dit 10. Donc là, c'est le périmètre que j'ai calculé. D'accord? Je peux faire la même chose pour calculer la surface d'un rectangle. Je dis 2, je dis 3. OK? Je dis 3. Après, je lui dis quelle est la surface que j'appelle, je crée une variable qui s'appelle surface. D'accord? Qui calcule L fois L, grand L fois petit L. Et j'écris ici quelle est la valeur de surface me dit 6. Donc là, j'ai calculé le périmètre de ce rectangle qui a pour longueur 2 et pour largeur 3. D'accord? Si maintenant je veux changer la longueur et la largeur, mais toujours calculer la surface, je dis OK, grand L égale à 5, par exemple, petit L égale à 10. Non, 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 petit L égale à, euh, donc là, vous m'excusez, la longueur, la largeur d'un rectangle n'est jamais supérieure à la longueur d'un rectangle, donc là, je peux mettre 1. Et là, vous aurez 2. D'accord? Et euh, c'est là, je peux mettre un changer. Donc là, je peux mettre 3, par exemple. Je lui demande que vos surfaces. D'accord? Il m'a envoyé ceci. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que cette variable surface, d'accord, contient la valeur que je lui avais donnée précédemment, qui était l'ancien L multiplié par l'ancien grand L multiplié par l'ancien petit L. Donc, pour avoir la nouvelle valeur de surface, je dois réécrire cette ligne-ci, surface, d'accord, ici. Et là, j'aurai la nouvelle valeur de ma surface, qui est 15, qui prend en compte que la nouvelle longueur c'est 5 et la nouvelle largeur c'est 3. D'accord? Donc, il faut bien comprendre comment est-ce que les variables Python fonctionnent. Donc, si vous êtes en train d'écrire un programme et que vous voulez savoir jusqu'ici quelles sont les différentes variables que vous avez utilisées, tout, vous pouvez euh, écrire euh, la commande use. Use vous permet de connaître quelles sont les différentes variables que vous avez utilisées. J'ai créé toutes ces variables-ci et là j'ai des informations sur mes variables. Là j'ai les types des variables, j'ai tous les noms de mes variables. Donc c'est souvent utile de savoir quelles sont les différentes variables que j'ai déjà utilisées lorsque vous écrivez de très longs programmes et savoir quelles sont les différentes variables utilisées. D'accord? Hmm. Donc, maintenant, nous allons voir les strings. String, c'est le mot anglais de chaîne de caractères. Donc, les chaînes de caractères, c'est quoi? Les chaînes de caractères, c'est tout mot que vous pouvez utiliser, que vous pouvez écrire sur, sur Python. D'accord? Donc, pour écrire une chaîne de caractères, vous devez la mettre entre côtes. Donc, les côtes peuvent être soit ceci,
Donc, je vais venir de ce côté-ci. D'accord? Je peux écrire je m'appelle et je ferme la côte. Donc, euh, je vais d'abord écrire comme ceci, ou alors je vais écrire je suis. Je vous expliquerai après pourquoi est-ce que je change. Je vais écrire je suis Peniel. Et là, je compile. Donc là, j'ai une chaîne de caractères. Et retenez ici que lorsque vous écrivez quelque chose entre côtes, ce qui est dans la côte est considéré comme une chaîne de caractères. Même les espaces sont considérés comme des chaînes de caractères. D'accord? Donc, ceci n'est pas la seule façon d'écrire. Vous pouvez écrire ça entre double côtes. D'accord? Je peux mettre ceci, je suis Peniel. Vous compilez et vous avez le même message. Vous pouvez mettre entre triple côte. Comment est-ce qu'on écrit triple côte? Je suis, je suis Peniel. Là, vous avez le même message. D'accord? Euh, Maintenant, comment est-ce que vous affichez vous affichez une chaîne de caractères? Pour afficher une chaîne de caractères, pas seulement une chaîne de caractères, mais pour afficher plusieurs choses lorsque vous faites de la programmation sur Python, utilisez la commande print. Donc, si par exemple je crée la chaîne de caractères je suis Peniel et je la mets dans la variable A, par exemple, je peux lui dire après print A et là j'ai cette chaîne de caractères je suis Peniel. D'accord? Donc là je peux comme ça printer ou alors je peux afficher plusieurs choses en utilisant cette variable print. D'accord? Vous pouvez aussi vous amuser à faire comme quelque chose comme par exemple print. Vous ouvrez les côtes, d'accord? Donc là, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de toujours donner votre chaîne de caractères à une certaine variable ou de stocker votre chaîne de caractères dans une variable avant de l'afficher. Vous pouvez directement l'écrire dans la variable, dans la commande print. Vous pouvez écrire ici, je suis Peniel, d'accord? Si je fais ceci, ça print, d'accord? Comme je peux aussi lui dire, je suis, je peux créer une autre variable B, par exemple, je suis, euh, et dans cette variable, j'écris et je vais, euh, comment, je veux dire, et je vous apprendre la programmation sur Python. D'accord? Donc maintenant, je vais essayer d'écrire je suis Peniel et je vous apprends la programmation sur Python. Donc, je vais faire un print. D'accord? Je vais écrire, code, je suis, je vais écrire code, je suis Peniel. Et là, je vais sauter cette code-ci, je vais mettre une virgule et je vais écrire B. D'accord? Donc là, j'ai pas exécuté cette ligne-ci. C'est pour ça que vous voyez, je suis peignel 3. Donc là, comme j'avais déjà créé une variable B avant, qui contenait la valeur 3, là, il me dit je suis peignel 3, donc il affiche 3. Mais si j'exécute cette ligne-ci, vous voyez que là, il n'y a pas de chiffre. Donc ça veut dire que j'ai oublié d'exécuter cette ligne. Si je l'exécute, le chiffre vient là, 49. Là, il y a 48 parce que j'ai exécuté cette ligne, cette cellule avant, là, la précédente. Et là, vous voyez, je suis peignel et je vous apprends la programmation sur Python. Donc là, j'ai utiliser deux chaînes de caractères, une qui est contenue dans une variable et une que j'ai écrite directement dans le print. D'accord? Remarquez aussi que en fait, vous ne pouvez pas directement utiliser une apostrophe dans dans une chaîne de caractères. Par exemple, vous ne pouvez pas directement faire un euh, print, vous ouvrez, vous faites quote, je m'appelle Péniel. Ah, là vous pouvez, parce que vous l'avez écrit entre, entre deux côtes dans le print. Là, lorsque vous créez une variable, par exemple, vous voulez écrire je m'appelle
Faites une code, je m'appelle Péniel. D'accord? Vous voyez que là, il y a problème. Vous voyez qu'il y a une partie de ma chaîne caractère qui est écrite en noir, une partie en rouge. En réalité, ceci, c'est pour me dire que euh, là, il a considéré que je, espace M, est ma chaîne de caractère et que le reste est quelque chose qu'il ne comprend pas. OK? Et si je compile ça, j'ai problème. J'ai une erreur de syntaxe. D'accord? Qui me dit il est en train de me dire qu'en fait, il a compris ça, c'était une chaîne de caractère, mais il ne comprend pas ce que ceci signifie. D'accord? Et ça, ce n'est que normal. Parce que Python, en réalité, euh, il fonctionne en fonction de comment est-ce qu'il a été programmé. Tu dois pouvoir respecter toutes les règles avant qu'il te renvoie un résultat logique. D'accord? Donc, si vous voulez écrire cette apostrophe à l'intérieur du chaîne de caractère, il vous faudra utiliser les doubles codes. Donc là, ici, je mettrai un double code à l'entrée et à la sortie. Et là, je pourrais compiler facilement. Il y a aucun problème. D'accord? Vous pouvez aussi vous amuser à faire des opérations les opérations sur les variables. Par exemple, vous pouvez faire des opérations d'addition, de multiplication sur les chaînes de caractères. Euh, Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux lui dire, par exemple, que J1, variable 1, vous remarquez qu'ici, j'ai le droit de mettre le nombre après euh, la lettre, mais j'ai pas le droit de mettre le nombre avant. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas une variable valide. D'accord? Je peux lui dire grand V, hum, grand V1. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, donc, Python. Là, on va parler un peu d'anglais. Python. OK? Là, c'est la première variable. Python is. D'accord? Là, c'est la deuxième variable. Si je veux créer une autre chaîne de caractères, je vais écrire an interesting program, programming language. Donc, maintenant, j'ai envie de printer Python is an interesting programming language. Donc, ce que je peux faire, je peux dire print, OK, v1 plus v2. Et il m'écrit Python is an interesting programming language. Maintenant, qu'est-ce qu'il me fait? Il me colle directement les deux chaînes de caractères. Donc, la première chaîne de caractères contient combien d'éléments? P, Y, T, H, O, N, espace, I, S. Donc, il considère aussi l'espace comme une chaîne, comme un caractère. D'accord? Et donc, là, j'ai mon premier chaîne de caractères, j'ai ma deuxième chaîne de caractères. Et le plus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te colle directement les deux variables. D'accord? Donc là, j'ai Python is an interesting programming language. Et il me colle les deux. Si je veux créer un espace ici, je peux soit créer l'espace ici, qui est considéré comme une chaîne de caractères, qui est aussi considéré comme un caractère. Et là, si j'exécute, là, j'ai l'espace qui s'est aussi créé ici. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Vous pouvez aussi faire la multiplication des chaînes de caractères. D'accord? On va voir comment cela marche. Donc, si je fais V1 et que je le multiplie, si je print V1 multiplié par lui-même, là, j'ai un problème. Donc, en fait, qu'est-ce que ceci veut dire? Vous savez, la programmation est parfois euh, pas très... Bon, la programmation, il faut pratiquer tous les jours pour pouvoir toujours comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est que quand on me dit qu'il ne peut pas faire la multiplication d'une chaîne de caractères par lui-même, il ne comprend pas ce que ça veut dire multiplier une chaîne de caractères par lui-même. Ce n'est que normal, d'accord? Mais il peut comprendre que je lui dise ceci. Python is, espace Python is. Donc, il m'a multiplié la chaîne de caractères Python is par lui-même. Donc, il est affiché deux fois, en fait. D'accord? De même, je peux lui dire quel est le résultat de P2 multiplié par 2 m'écrit an interesting programming language, an interesting programming language.
Donc, vous pouvez vous amuser à faire des petites opérations comme ça sur les chaînes de caractères, pas de problème. D'accord? Mais vous ne pouvez pas faire des opérations comme par exemple multiplier par 2,5. Là, c'est pas possible. Il faut renvoyer une erreur. Il vous dit, il ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. D'accord? Multiplier une chaîne de caractères par 2,5. L'interpréteur Python ne connaît pas ce que ça veut dire. Et ça n'a rien de logique en réalité. D'accord? Donc, ça, c'est en gros ce que vous pouvez comprendre sur les chaînes de caractères. Sans plus tarder, nous allons passer aux commentaires sur Python. Qu'est-ce que ce sont les commentaires? Donc, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, lorsque vous faites de la programmation, euh, il est souvent utile de faire des commentaires, souvent, surtout lorsque vous créez des fonctions et tout, il est utile de connaître ce que c'est que des commentaires. Hmm. Donc, comment est-ce que on déclare un commentaire? Un commentaire se déclare en utilisant le dièse. Donc, lorsque j'écris dièse, j'ai le droit d'écrire tout ce que je veux après le dièse. Et même si j'exécute cette cellule, Python ne me renverra rien, mais j'aurai la possibilité de lire ce que j'ai écrit. Et quel que soit le nombre de fois que j'allume, que j'ouvre mon fichier après, je pourrai toujours voir ces commentaires-là qui pourront me rappeler, par exemple, qu'est-ce que je voulais en fait faire. Parce que lorsque vous écrivez un commentaire, par exemple, j'écris ici A is random variable. D'accord? Là, c'est un commentaire que j'ai écrit. J'ai écrit que A, c'est une variable aléatoire. D'accord? Chaque fois que j'ouvrirai mon fichier après l'avoir fermé, je pourrai toujours voir ce commentaire, ce qui me donnera un indice de ce que je voulais faire dans la cellule. Donc, après avoir écrit A is random variable, je peux faire tout ce que je veux ici, je peux programmer tout ce que je veux là. D'accord? Mais, toujours est-il que ce commentaire-ci restera toujours. D'accord? Et donc, même lorsque si vous écrivez le dièse et qu'après vous écrivez un autre dièse, tout ce qui vient après le dièse en réalité est considéré comme un commentaire. D'accord? Euh, oh, ok. Maintenant, nous allons voir, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre sur les commentaires. Nous allons passer, si quelque chose nous vient en mémoire, nous allons revenir dessus. Donc, maintenant, nous allons voir les listes. D'accord? C'est quoi les listes? En fait, les listes, c'est des sortes de tableaux ou de vecteurs, si vous pouvez voir ça comme ça, pour ceux qui sont scientifiques. Bon, ce sont les scientifiques qui font la programmation en Python. Donc, vous comprendrez que les listes, c'est des sortes de tableaux qui peuvent contenir toutes sortes d'éléments. Donc, vous pouvez créer une liste. Une liste, c'est un ensemble de plusieurs éléments et les éléments d'une liste peuvent être de types différents. Donc, je peux créer dans une liste, je peux mettre une chaîne de caractères, je peux mettre un nom, je peux mettre un nom complexe, je peux mettre, c'est pas trop, n'importe quoi je peux mettre dans cette liste. D'accord? Et après, je peux manipuler cette liste en fonction de mes besoins. D'accord? Et donc, comment est-ce qu'on déclare une liste? Comment est-ce qu'on crée une liste? Donc, pour créer une liste, vous pouvez par exemple vous pouvez simplement ouvrir les crochets, d'accord? Et vous écrivez tout ce que vous voulez, mais vous séparez chaque élément de votre liste par une virgule. Donc là, je peux écrire liste, là je mets A, d'accord? Euh, non, là je mets 1, je mets 2, je mets 4, je mets 5, 6, je mets 8. Et là, j'ai créé ma liste. Et si j'exécute ces cellules, j'ai ma liste. Et Python m'a retourné. Donc là, c'est une liste qui contient plusieurs nombres. Donc chacun de ces nombres aussi est un élément de ma liste. C'est un entier et ils sont tous séparés par des virgules. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste. Mais c'est pas seulement des nombres que je peux mettre dans ma liste. Je peux aussi mettre des chaînes de caractères. Je peux mettre une liste. Je mets une mail, d'accord? Je peux mettre une liste. Je mets, c'est pas trop, Ange, d'accord? Je peux écrire ici un nombre. Je peux écrire ici 2,5. C'est pas trop.
Je peux écrire ici, euh, c'est pas trop rose. Donc, je peux écrire plusieurs choses. D'accord? Et là, je peux afficher. Lorsque j'affiche, il me renvoie ma liste avec tous mes éléments à l'intérieur. Mais ce serait aussi bien plus pratique de pouvoir, serait bien plus pratique de pouvoir, comment dire, de pouvoir stocker ma liste dans une certaine variable. Donc, je vais reprendre cette même liste-ci et je vais la mettre dans la variable liste. Ok, un élément important que j'ai oublié de mentionner sur les variables, c'est que que vous créez, les variables que vous créez ne doivent pas avoir des noms spéciaux réservés à Python. Par exemple, je peux pas créer une variable qui s'appelle if, par exemple. Si je crée if, j'écris égal de problème. Problème, pourquoi? Parce que if, c'est un élément ou alors c'est une chaîne de caractères spéciale sur Python. C'est-à-dire, il a une certaine signification sur Python. Il a été défini par ceux qui ont programmé Python pour exécuter quelque chose de particulier. En réalité, ce if-ci permet de faire ce qu'on appelle des conditions sur Python. D'accord? Et donc, je peux pas utiliser ce mot-ci pour créer une variable. D'accord? Et donc, chaque fois que vous voulez créer une variable, il faut vous assurer que votre variable ne contient pas un nom spécial utilisé par Python. Donc, là, revenons sur notre liste. D'accord? Hmm, qu'est-ce qu'il faut connaître d'autre sur les listes? Par exemple, vous pouvez vous intéresser pour connaître le type, par exemple, d'un élément de votre liste. Par exemple, si je viens ici, euh, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour connaître les indices des éléments de votre liste? Retenez que sur Python, les indices commencent par zéro. Ça veut dire quoi? Si vous avez une liste de plusieurs éléments, et que vous voulez connaître quelle est la position du premier ou du deuxième ou du troisième ou du quatrième, du cinquième ou du cinquantième élément de votre liste, vous devez savoir qu'en réalité, les indices dans votre liste commencent par l'indice zéro. Ça veut dire quoi? Le premier élément de votre liste contient l'indice zéro. Donc là, si je veux savoir quel est le premier élément de ma liste ici, qui serait j'ai appelé liste, je tape liste, j'ouvre les crochets, je ferme, je mets zéro. Et là, si j'exécute, là, il me renvoie Peniel. Donc, ça veut dire que l'élément de ma chaîne, de ma liste qui s'appelle liste, qui se trouve à la position zéro, est l'élément Peniel, la chaîne de caractères Peniel. D'accord? Et donc, si je fais par exemple quelque chose comme liste, j'écris 5 problème. Pourquoi problème? Parce que ma liste contient un 2 3 4 5 éléments, d'accord? Et que les indices commencent à zéro et donc là on aura indice zéro, indice un, indice 2, indice 3, indice 4 et donc l'indice 5 n'existe pas. Là, c'est pour ça que j'ai ce problème-ci. List index out of range. L'indice 5 mentionné est hors du nombre maximal d'indices que ta liste peut avoir. D'accord? Euh, et donc, vous pouvez vous amuser à faire des choses comme ça, faire du slicing, c'est-à-dire quoi, vous pouvez couper votre liste. Vous pouvez dire par exemple, Python, je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux les éléments de 1 jusqu'à jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tu lui dis, je veux l'élément qui se retrouve à la position 1 jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tu prends Ange qui se retrouve à la position 1, à l'indice 1, jusqu'à la fin de ta liste, il te donne tout le reste des éléments. D'accord? Euh, vous pouvez aussi faire du nested list, c'est-à-dire, vous pouvez aussi faire des listes imbriquées. C'est-à-dire, dans une liste, je peux mettre une autre liste. D'accord? Donc, essayons de créer une autre liste. Je peux list 1.
Je vais dire, cette liste-ci va contenir, je sais pas trop, euh, stylo, crayon, et, euh, il va contenir 20, il va contenir quoi d'autre? Cahier, cahier, d'accord? Il va contenir quoi? Il va contenir, tableau, désolé. Là, j'ai ma liste 1, d'accord? Et vous remarquez que dans cette liste 1, d'accord, je peux l'inclure dans ma première liste. Je peux dire, OK, liste, ma nouvelle liste sera une liste qui va contenir, qui sera cette liste-ci que j'ai déjà, d'accord, et qui contiendra aussi liste 1 que j'ai créée précédemment, que je viens de créer, d'accord? Et là, vous verrez que si vous demandez, par exemple, ça c'est une autre, voilà, il y a problème. Si vous demandez, par exemple, à l'interpréteur Python, quelle est la longueur de ma liste, d'accord? Ou, pour savoir quelle est la longueur d'une liste, vous devez taper la commande len, d'accord? Vous ouvrez la parenthèse, vous tapez liste. C'est pour savoir quelle est la longueur de votre liste. Dans ma liste qui s'appelle liste, je veux savoir quel est le nombre d'éléments qui contient. Donc, il va me dire, oh, désolé. Donc, il va me dire, list object is not callable. Ok, ceci c'est un problème. Quel est le problème ici? Et essayons ceci. Ok, problème. Euh, si. Là, on a list object not callable. Euh, Ici, je vais vous donner un petit conseil, c'est que lorsque vous faites de la programmation en Python, quel que soit le niveau que vous avez ou alors l'expérience que vous avez en Python, vous serez toujours soumis à rencontrer des erreurs toutes bêtes, d'accord? Mais l'expérience que vous avez vous dira toujours que, en fait, il faut pas paniquer, il faut juste euh, savoir quel est le problème là. Euh, Là, par exemple, là, ce que je veux faire, je veux connaître quel est le nombre d'éléments de ma liste, mais en réalité, je suis en train d'utiliser une commande dont je crois pouvoir fonctionner, len, et en fait, il me dit list object not callable. Ça veut dire l'objet len ne peut pas être appelé. D'accord? Là, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle du Google. Quand Google disait un problème, là, je me retrouve dans un problème de programmation, et là, je vais passer sur Google et demander à Google, how to know the size or the length of the list. Python. Mais il faut utiliser len. Find the size of the list. D'accord? Ah, et là, je vais utiliser list et il ne marche pas. Donc, on pourra toujours retourner sur ce problème. Pour le moment, nous ne voyons pas exactement ce qui se passe, mais je vous promets qu'avant la fin de cette vidéo, je retournerai sur ce problème. D'accord? Ok, là maintenant, nous allons voir quel le type d'éléments que contient notre liste. Par exemple, je peux dire, ok, j'ai créé la liste, d'accord?
Ça, c'est ma liste. Euh, je veux savoir what is the type of list 0. Il me dit STR. En réalité, je lui ai simplement dit, quelle est quel est le type de l'élément qui me retrouve dans ma variable liste qui est la position 0. Donc, je lui demande quel est le type de l'élément béniel de ma liste. D'accord? Et là, il me dit str. Que veut dire str? C'est pour dire string ou alors chaîne de caractères. D'accord? C'est juste la version abrégée de string. Ok? Euh, et si on utilise notre problème, list dot. Et si vous voulez par exemple ajouter un élément à votre liste, d'accord? Si je veux ajouter un élément à ma liste de listes, par exemple, je veux ajouter un élément directement après liste 1 là. Je prends d'abord ma liste, savoir qu'est-ce qu'elle contient. Là, ceci c'est ma liste. D'accord? Euh, Pourquoi est-ce que ma liste a changé? Ma liste a changé simplement parce que je viens d'exécuter cette ligne ici. Donc, j'ai une liste qui contient Peniel, Ange 2, 2.5 rose, liste 1, qui est une autre liste. Donc là, quand je prends ma liste, qui s'appelle liste, il contient Peniel, Ange 2, 2.5 rose et toute cette liste-ci qui est la liste, la liste 1. D'accord? Donc, j'ai ma liste là. Si je veux ajouter un élément à liste, je peux utiliser la commande append. Je peux écrire list dot append. J'ouvre la parenthèse. Je lui dis par exemple euh, P20. D'accord? Et je lui demande list. Et vous voyez que dans list, il y a l'élément Kevin qui s'est aussi ajouté. D'accord? Si je veux étendre ma liste, je vais utiliser la commande extend. Donc, si je fais list.extend, d'accord? Euh, si je fais list.extend, là, list.extend, et que je mette un élément là, par exemple, je remets cet élément là, d'accord? Je compile et je lui demande quelle est liste, qu'est-ce qui se passe. Donc, donc là, il y a un petit problème. Donc, quel est le problème? Ceci. Donc là, j'ai ma liste dans laquelle j'ai ajouté Kevin. Et là, je veux connaître quelle est, comment est-ce que j'utilise la commande extend. Donc là, je vais écrire help list.extend. It said iterable method for built-in list instances. OK? Donc en fait, list euh, extend permet d'étendre des éléments d'une liste. Par exemple, si je tape list.extend et que après je tape list, donc là je vais list.extend, quel est le problème avec cette commande? Je tape list,
L'élément list.extend, on a dit, nous permettra de d'étendre les éléments d'une liste. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ceci, par exemple? Là, j'ai ceci, j'ai déjà, euh, ah oui, je vois, donc j'ai ajouté l'élément Kevin à ma liste plusieurs fois. Donc, je vais revenir ici, recompiler ceci, d'accord? Et lorsque je viens ici, j'ai ça. Que je fais extend, j'ai ceci. Donc, essayons de comprendre ce résultat-là. J'ai peigné en 2,5 rose, que 20, que 20, que 20. Donc, si je viens ici, compiler ceci, d'accord? Et que je reviens ici, je fais, c'est pas trop, Michael, j'ai ceci. Donc, en réalité, la commande extend, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle, elle m'étend ma liste avec chacun des éléments que je lui ai mis, que j'ai mis ici. D'accord? Donc, si par exemple, imaginez un seul instant que je recrée ma variable liste, d'accord? Je recrée, je, je refais cette variable-ci, mais ici, je ne garde pas liste. Je recrée cette variable-ci, d'accord? Là, j'ai liste qui ne contient que Peniel, Ange, 2,5 rose, d'accord? Et si je fais la liste.extend, je mets liste 1, ok? Qu'est-ce qu'il va faire lorsque je vais lui demander liste? Il va m'étendre ma liste. Donc, il va m'écrire d'abord ce qui contient liste, Peniel 1, 2, 2.5 rose. Et après, il va étendre tous les éléments, il va remettre tous les éléments que contient liste. D'accord? Euh, il va remettre Peniel. Non, il va remettre tous les éléments de liste que contient liste 1, stylo, crayon, 20, cahier, tableau. D'accord? Il va remettre ici stylo. D'accord? Le point 5 rose, stylo, crayon, 20, cahier, tableau. D'accord? Il va, il va le mettre ici. Donc, vous remarquez que là, il a étendu deux fois. Pourquoi est-ce qu'il a étendu deux fois? Parce que j'ai compilé cette cellule-ci, vous vous rappelez, et après, je suis revenu la compiler. Donc, si je fais ceci, d'accord, et que je fais là, vous remarquez qu'ici, la liste 1 c'est écrite deux fois. Donc, vous avez là, stylo, crayon jusqu'à tableau, et vous avez encore stylo, crayon jusqu'à tableau. Mais si je recompile ceci, là, il revient une seule fois. Stylo, crayon, 20 cahier, tableau. Donc là, il s'était d'abord mis deux fois parce qu'en réalité, j'avais compilé cette cellule-ci deux fois parce que je voulais afficher la liste. Donc vous pouvez comme ça jouer avec les éléments pour pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne et tout. Si vous voulez par exemple savoir quels sont les mots-clés que contiennent un certain objet sur Python, vous pouvez utiliser la commande help. Si je fais help list, là, il va me donner plusieurs informations sur liste. Il va me dire, je peux avoir la longueur, je peux avoir return self.value, il peut multiplier deux choses, ainsi de suite. Je peux enlever certains éléments, je peux copier des éléments, je peux compter des éléments, je peux étendre, je peux savoir l'indice, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et si vous voulez comprendre comment est-ce que j'utilise un élément particulier, si vous comprenez comment reverse, par exemple, je peux help list dot reverse. Là, il me dit reverse in place. D'accord? Il me dit en fait comment est-ce que ceci fonctionne. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez avoir de l'aide sur les éléments, euh, sur les différentes méthodes d'un objet sur Python. D'accord? Euh, Maintenant, nous allons sans plus tarder passer aux conditions sur Python. Comment est-ce que
se déroulent les conditions. Donc, les conditions se déclarent en utilisant les instructions if, qui veut dire si, et if, qui signifie sinon si, else, qui signifie euh, euh, et if, sinon si, else, qui signifie sinon. D'accord? Donc, c'est pour donner quelles sont les conditions lorsque je veux ficher une certaine tâche particulière. Par exemple, comment est-ce que on déclare certaines conditions? Cela se fait en utilisant la commande if. OK? Lorsque vous écrivez if, vous allez donner ici votre instruction. Non, pas, vous allez donner ici votre condition. D'accord? Et vous allez écrire deux points. D'accord? Vous tapez sur la touche Entrée. Je vais tester quelque chose. Je vois le problème. Donc là, là, normalement, lorsque vous tapez condition, d'accord, deux points, vous allez à la ligne, d'accord. Là, vous allez voir qu'il y a un certain espace qui se crée, ce qu'on appelle une indexation. Donc en réalité, c'est pour dire que tout ce qui vient après cette condition-ci est exécuté si cette condition-ci est vérifiée. Donc en fait, cette ligne de code-ci vous renvoie soit un vrai, soit un faux. Si la condition est vraie, d'accord, ce qui vient à la suite, ou alors tout ce qui est indenté après ma condition va s'exécuter. Mais si cela est faux, rien de tout ça ne va s'exécuter. D'accord? Vous pouvez aussi avoir elif, d'accord? Elif, vous pouvez avoir une autre condition ici, condition 1. Et là, vous pouvez aussi avoir une autre. Donc, en fait, ici, je peux dire if condition, si cette condition est vérifiée, d'accord? Alors tu m'exécutes tout ce qui viendra dans cet espace-ci. Sinon, si cette autre condition-ci est plutôt vérifiée, tu m'exécutes tout ce qui viendra après ici. Et après, je peux lui dire sinon, je écris else, pour dire else. Tu m'affiches ici. Donc, je peux comme ça avoir un ensemble de conditions sur ce que je veux effectuer. Donc, prenons un simple exemple. Là, je vais créer une autre cellule. Euh, donc, le raccourci clavier pour pouvoir créer une cellule rapidement, toutefois sans exécuter la cellule où on se trouve, c'est échappe B. Donc, vous tapez échappe B. Là, ça vous crée une autre cellule directement en dessous. Et celle-ci n'est pas exécutée, vous voyez, il n'y a aucun chiffre ici. Et là, c'est le bleu. D'accord? Si je déclare par exemple une variable X, là, dans laquelle j'écris random.rand int, ok? Euh, 099, sorry, 099, d'accord? Donc là, j'ai comme ça créé une variable qui va me générer des nombres entiers aléatoires entre 0 et 99, d'accord? Donc là, vous pouvez utiliser ceci, savoir ce que signifie random in Python, ou simplement, vous pouvez, Python vous dira ce que ça veut dire. Là, je vais créer une certaine condition, je vais dire if x less than 90 or less than 50. Okay, print. Okay, print. For example, this number is small. This number is small. X. Okay, else is okay. Print this number is slash.
qu'est-ce qu'il dit? Ces instructions-ci, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que euh, si mon nombre x est inférieur à 50, tu m'écris this number is small. Ce nombre est petit. Tu m'affiches x. Sinon, c'est-à-dire si ce nombre n'est pas inférieur à 50, tu m'affiches this number is large et tu m'affiches x. Et je souligne qu'ici, ce sinon fonctionne comme les mathématiques, c'est-à-dire quoi? Quelle est la version opposée de x inférieur à 50? C'est x supérieur ou égal à 50. Donc si x est égal à 50, il va m'afficher this number is large. D'accord? Et là, je peux exécuter. Si j'exécute, erreur. Qu'est-ce qui se passe? On me dit name, random is not defined. OK. Ah, ils me disent que c'est pas défini. Ça veut dire que j'aurais dû et les maths ici. Donc là, il y a un problème. Si maths on va venir attribute. Donc, si je fais par exemple import, donc là, ce qui se passe, c'est que là, je vais générer des nombres entre 0 et 99, mais le Python basique ne contient, ou alors le Python basique ne contient pas ces commandes-ci, d'accord? Mais cet environnement, ou alors cette bibliothèque NumPy, que nous verrons dans une vidéo plus tard, NumPy contient ces éléments-ci qui peuvent me générer des nombres aléatoires, des entiers aléatoires entre 0 et 99. Donc simplement ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dit import NumPy as NP. Donc j'ai dit importe-moi la bibliothèque NumPy avec le nom NP. Donc chaque fois que je vais utiliser le nom, un élément de NumPy, je vais commencer par NP. Donc là j'ai écrit S égale à np.random.randin, parenthèse 0,99 parenthèse. Et là, j'ai this number is large. D'accord? Donc, ce qui fait, qu'est-ce qui se passe ici, c'est que il me génère un nombre entre 0 et 99, il stocke dans X. Et là, il y a cette suite. Donc, les choses s'exécutent ligne par ligne. Donc, il y a la première ligne où il a généré un nombre, il m'a mis dans la variable X. D'accord? Ensuite, il y a une ligne qui dit après, qui m'a dit, si X est inférieur à 50, tu print this number is small. Sinon, tu print this number is large et tu affiches. Ça veut dire qu'en réalité, quelle est la valeur qu'il a donnée à X, il a donné 76, qui est un nombre aléatoire. Parce que j'ai dit, il génère de façon aléatoire. Ça veut dire que quoi? Si une autre personne vient exécuter cette série, il peut avoir un résultat différent. La preuve en est, si j'exécute maintenant, j'ai un autre nombre, 98. D'accord? Et vous pouvez comme ça exécuter plusieurs fois. D'accord? Vous pouvez comme ça exécuter plusieurs fois. Vous aurez différents noms. D'accord? Et à chaque fois, vous aurez différents messages. D'accord? Euh, je peux lui dire, par exemple, je peux dire par exemple ici euh, elif x, euh, elif x modulo de 0, d'accord, d'accord, print this number is is a multiple of 2, else else else
Print this number has another type message quelconque. D'accord? Je print X. D'accord? Donc, ce que ce programme me dit, c'est que si mon nombre est inférieur à 50, print this number is small et tu l'affiches. Si le reste de l'addition de mon nombre par 2 donne 0, c'est-à-dire c'est un multiple de 2, alors tu print this number is a multiple of 2 et ce nombre c'est X. Sinon, affiche-moi simplement. Donc, ça veut dire que si j'ai des nombres impairs mais qui sont supérieurs à 50, il peut m'afficher ce dernier message. Si j'ai un nombre pair, il m'affichera ceci. D'accord? Euh, ok. Donc, qu'est-ce qui se... Donc, on exécute ceci. On voit qu'on a ceci. Ok. This number is small. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? This number is a multiple of 2. 82. D'accord? Donc, il y a le nombre 82 qui est supérieur à 50 et qui est un multiple de 2. Il est affiché. D'accord? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'ai un nombre qui est inférieur à 50 et qui est aussi un multiple de 2? D'accord? On va exécuter plusieurs fois et on va voir ce qui se passe dans ce cas-là. Euh, il y a 20, par exemple. 20 est inférieur à 50 et il est aussi multiple de 2. Ça veut dire qu'il satisfait cette première condition et cette deuxième condition. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a affiché le premier message. Donc, en réalité, ce qui se passe avec Python, c'est que il t'exécute les lignes, les instructions ligne par ligne, une ligne après l'autre. D'accord? Si vous avez un ensemble de plusieurs conditions, si la première est vérifiée, il t'affiche ce résultat-là et il n'affiche pas ce qui suit, puisque c'est la première condition qu'il a vue qui était vérifiée. Donc là, il a 20 qui est inférieur à 50 et qui est pair, mais il a affiché que this number is small. Il n'a pas affiché this number is a multiple of 2 aussi. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous amuser à faire, à avoir des conditions et tout. Euh, donc, euh, là, ici, nous allons essayer de revenir sur le problème de, de la taille d'une liste que nous avons eu précédemment. Et let's see, liste, c'est ceci. Let's see, si je copie ceci, je mets, regardez, exemple. Donc ici sur Google, on nous dit Python has got inbuilt method len, find the size of a list, the length of a list, accept an iterable, so an argument returns the number of variables present in the list. Okay, it returns the number of elements present in the list. Donc là, j'ai une liste sur deux éléments, mais lorsque j'utilise la méthode, j'ai un problème. Donc si on entre sur ce site, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait len. Len, c'est 6. Ok, ok, let's see. Ah, on va utiliser le bibliothèque particulière pour cela. Chemin, je problème.
List. Donc là, le problème, c'est que lorsque j'écris len, là, ils ont créé une liste. Ils ont créé une variable size et ils ont printé size. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas créé de variable? C'est le même problème. Ok. Donc, de toutes les façons, on pourra toujours regarder ceci. Programmation est parfois comme ça, il y a des problèmes et tout, mais en réalité, le problème est tout petit. Et donc, on pourra toujours vous écrire en commentaire euh, comment est-ce que nous avons pu résoudre ce problème puisque nous reviendrons sur ceci. Et je n'hésiterai pas à vous renvoyer la solution au cas où vous rencontrez le même problème. Vous pouvez aussi, quand vous vous entraînez, vous pouvez aussi retrouver le problème et m'écrire en commentaire, mais je n'hésiterai pas à vous l'écrire aussi euh, dans la description de cette vidéo. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous retrouverai dans une autre vidéo. J'espère que euh, ce petit tutoriel va te permettre d'avoir une prise en main un peu facile, très facile sur Python et te permettra d'avancer un peu plus vite, comprendre ce qui se fait en classe. Merci et à très bientôt.